Merci beaucoup au comité d'organisation, à Khalid, à Zineb et à Hassan, mon ami, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Et c'est un grand plaisir de te voir, de, même de loin. Alors, je vais partager mon écran. Toc. Est-ce que vous me voyez, vous voyez l'écran? Oui, tout à fait. On te voit, Mustapha, c'est le mien, et on te donne. Voilà, parfait. Super. Alors, donc, le sujet qui m'a été demandé, c'est l'actualité dans l'infection materno-fétale. Alors, je vais faire un petit préambule pour dire, pour expliquer d'abord l'intérêt de ce sujet. C'est un sujet qui est intéressant. Quand on regarde, par exemple, cette enquête qui a été faite en 2013 en France et qui a concerné 14 maternités d'Île-de-France de tout type, de 3, 2A et 2B, presque 1200 femmes, 1200 nouveau-nés, et on voit que ces enfants ont été, vous voyez, il y a eu 95% des femmes qui avaient un PV qui était disponible en salle de naissance, donc on savait leur statut, 95%, et les facteurs de risque, il y avait 33% qui avaient une rupture de la poche des os supérieure à 12 heures, mais le facteur de risque le plus important, c'est 11% des mères qui avaient de la fièvre, 5% des nouveau-nés qui avaient de la fièvre, et on voit que 54% de ces enfants ont eu quand même un liquide gastrique, alors qu'on connaissait le statut en salle de naissance, que 26% avaient une biologie, ça veut dire une CRP, 4% avaient une hémoculture en salle de naissance. Alors le comble de tout ça, c'est qu'il n'y a aucun enfant qui a une infection certaine, qu'il y avait 1% qui avait une infection probable, et tous les autres s'étaient colonisés, ou, enfin 11% colonisés, et les autres non infectés. Alors, ce n'est pas tout. 71% de ces enfants ont reçu une antibiothérapie pendant les premières 48 heures ou les premières 72 heures de vie, parmi lesquelles presque la moitié, un peu plus que la moitié, c'était une triple antibiothérapie. Donc c'est réellement un problème de santé publique. Alors, cette exposition aux antibiotiques n'est pas anodine. Quand on regarde, par exemple, la plupart des études insistent sur quoi? Sur, premièrement, la séparation parents-enfants, parce que ce sont des enfants hospitalisés, l'apparition des résistances bactériennes, l'altération du microbiote, qui retentit bien sûr à la fois sur la croissance du nouveau-né et également sur le reste, celui du résistant entérocolite, les troubles digestifs et les hospitalisations prolongées. Donc, devant ces situations de probable infection néonatale, que j'appelais précoce, qui est exactement l'infection materne-fétale, et bien le médecin il se retrouve face à un environnement très, très, je dirais, angoissant. Pourquoi? Parce que l'incidence est élevée, surtout dans les pays en voie de développement. On a jusqu'entre 5 et 60 pour 1000 d'enfants qui sont à risque d'infection, avec une mortalité élevée. Il y a une clinique qui n'est pas très aidante, parce qu'une infection néonatale, ça peut être n'importe quoi. Quand c'est de la fièvre, ça va, mais quand c'est des boutons ou un enfant qui fait 3 apnées ou un enfant qui a quelques régurgitations, donc voilà. La fenêtre thérapeutique est très brève, il faut traiter tout de suite et les marqueurs ne sont pas fiables. L'hémoculture, c'est le seul élément qui est fiable. Le résultat, vous l'obtenez au bout de 48 heures minimum. Donc, il y a de quoi être inquiet et de traiter la gamme à nu. Alors, l'épidémiologie, elle varie, comme vous le voyez. Par exemple, quand on regarde en France, les germes les plus fréquents, c'est les Escherichia coli et le streptocoque B. Ça, c'est une diapo de Josette Raymond. En Afrique du Nord, je n'ai pas trouvé l'épidémiologie en Algérie et en Maroc, mais il y a une ancienne étude tunisienne qui montre que le streptocoque B représente 50% et à peu près 30% des Escherichia coli, ce qui correspond à peu près à ce qui existe aux États-Unis et en France. Dans le reste du monde, particulièrement en Afrique ou en Asie du Sud-Est, vous voyez que le germe le plus fréquent, c'est la Klebsiella pneumoniae. Le streptocoque est mineur dans ces situations, sauf en Amérique latine. Mais dans tous les autres pays, c'est essentiellement les Klebsiella et les staphylocoques. Donc, ce qui ne facilite pas les choses non plus. Cette étude qui est faite par Josette Raymond à Madagascar confirme bien que l'Enterobacter cloacae, dont vous voyez 70% sont BLSE, donc sécréteurs qui sont résistants aux céphalosporines, et l'Escherichia coli, il représente à peine 9%, et le streptocoque, moins de 5%.
alors que la majorité, ce sont des germes extrêmement virulents, tels que les Klebsiella ou les entérocoques dans les OK. Donc, les éléments, on a tendance à les traiter très vite. Pourquoi? Alors, les infections sont classées comment? On a 2 types d'infections. On a les infections qu'on appelle précoces, qui arrivent soit à J3, avant J3, soit avant J4, soit avant J7, en fonction bien sûr des définitions et en fonction de la en fonction de ce que vous retrouvez dans la bibliographie. La plupart du temps, on utilise cette définition-là avant J3. Elles ont une transmission par voie ascendante ou par voie transplacentaire, mais essentiellement ascendante, en particulier le strepto et l'Escherichia coli, transplacentaire pour les listeria qui a carrément disparu. Les infections tardives, elles surviennent bien sûr après J4. La plupart du temps, elles surviennent à domicile. Elles ont une transmission horizontale. On distingue aussi les infections certaines, les probables, et celles qui sont possibles. Certaines, c'est quand vous avez une hémoculture ou un LCR positif, en plus de la clinique et la biologie. Probable, c'est que vous avez une bactériologie périphérique positive, en particulier le liquide gastrique. Il faut savoir que le liquide gastrique est normalement pratiquement abandonné en France, dans la plupart des grosses maternités. Et vous avez uniquement, donc à ce moment-là, une colonisation bactérienne associée à des signes cliniques et biologiques. Elle est considérée comme possible quand vous avez à la fois des signes cliniques, une biologie, c'est-à-dire une CRP ou une PCT qui sont élevées, et avec une bactériologie négative, que ce soit périphérique ou centrale. Voilà, donc le médecin, devant ces situations, il cherche quoi? Il cherche un marqueur qui est précoce, sensible, spécifique, et évite une antibiothérapie inutile. Il est face à quoi? Il est face à une CRP, une PCT qu'il a l'habitude d'utiliser. Les autres marqueurs, enfin les leucocytes, les globules blancs ne sont pas très aidants parce que la marge entre 4000 et 25 000 est très très importante. C'est en dessous de 4000 ou supérieur à 25 000 qu'on considère comme pathologique. Les thrombopénies sont très rares. La myélémie comme facteur d'infection n'est pas non plus très fiable. L'hémoculture est très fiable, mais il faut attendre, il faut être patient. Les interleukines, on voit déjà depuis 1999 dans cette étude de Messner que les interleukines, que ce soit l'IL6, l'IL10 ou le TNF-alpha, ils remontent très très vite et ils descendent très vite. Ça veut dire qu'on n'a même pas le temps de prélever l'enfant, qu'ils ont déjà disparu. Et la CRP est un très bon marqueur, sauf qu'il faut être patient, c'est-à-dire que la CRP, elle augmente de façon significative à partir de H12 et on ne peut pas se permettre d'attendre 12 heures avant de traiter l'enfant. Donc, on débute les antibiotiques devant bien sûr des facteurs de risque. Et dans ce cas-là, on a 2 facteurs de risque, les facteurs de risque maternels et les facteurs de risque néonataux. Là, ce sont à peu près les recommandations nationales en France et internationales qui prennent ces facteurs de risque que vous connaissez tous, à la fois la chorioamniotite, la fièvre maternelle, la rupture prématurée ou la rupture prolongée des membranes, la colonisation bactérienne chez une femme qui a reçu une antibiothérapie inadéquate soit parce que la durée est courte ou bien l'antibiotique utilisé n'est pas adapté aux germes par lesquels elle est colonisée. Et puis, vous avez quelques autres éléments qui peuvent vous orienter, mais qui ne sont pas très pertinents. Cliniquement, chez le nouveau-né, vous avez à la fois l'hyperthermie, la tachycardie, enfin les éléments classiques qui font penser chez un enfant ou chez un nouveau-né qui présente des anomalies qui peuvent nous orienter vers une suspicion d'infection. Donc, on va traiter le nouveau-né sur un faisceau d'arguments qui ne sont pas certains du tout, mais qui peuvent éviter d'attendre une biologie qui est soit inefficace, soit malheureusement tardive. Donc la CRP, très ancienne, 1930, on découvre qu'il existe donc une réaction qu'on a appelée la CRP. 1950, on a fait un lien entre la CRP et les infections bactériennes et virales. Et finalement, on s'aperçoit dans l'usage habituel que la CRP, elle n'augmente qu'à partir de H12, qu'elle a une sensibilité qui dépend de son seuil. Est-ce que c'est 5 mg? Est-ce que c'est 10 mg? Est-ce que c'est 20 mg? Nous, on prend comme seuil 20 mg à bicêtre, par exemple. Et cette sensibilité, elle est de l'ordre de 60 à 70%. Et voilà. Donc,
Au début, on était très content d'avoir cette CRP et surtout l'apparition, bien sûr, de la PCT. On a la PCT, on s'est dit: «Ah, on a un autre marqueur qui est un peu mieux que la CRP, donc ça sera probablement le marqueur qu'il faut, peut utiliser». Ce marqueur, comme vous le savez, c'est notre ami Jandrel qui a le premier à publier donc, la PCT comme facteur prédictif d'infection chez le nouveau-né et qui est un élément bien sûr qui monte au moment du sepsis et on était très content de voir ce, marqueur sur les 177 nouveau-nés de Saint-Vincent-de-Paul de l'époque de 96 et on la différence par rapport à la CRP, c'est que la CRP, il y a des faux, négatifs ou des faux positifs. Vous avez des CRP élevés chez des enfants qui des CRP basses chez des enfants qui étaient réellement infectés ou bien des CRP qui étaient élevés chez des enfants qui sont uniquement colonisés, qui ne sont pas infectés. Donc cette particularité de la PCT nous a énormément aidé dans un premier temps. On a conclu à quoi à l'époque, en 96, que la PCT voilà, elle monte pendant les 3 à 4 premières heures, ce qui nous arrange, parce qu'on a le temps de prélever l'enfant, de l'installer, qu'elle atteint un pic vers la 6e, 12e heure, qu'elle a une demi-vie qui nous permet à ce moment-là de suivre l'évolution sous traitement et surtout qu'il n'y a pas de contrainte de prélèvement puisque on peut la doser dans un laboratoire standard et qu'elle était considérée comme fiable. Très rapidement, 98, 2 ans après, Chiesa qui nous montre qu'il existe une augmentation physiologique, ce qu'on en doutait déjà, à l'époque, mais lui, il a fait une étude assez large où il montre qu'il existe une ascension physiologique chez le nouveau-né, mais que pour le nouveau-né, il faut prévoir plutôt un cutoff supérieur à 1. Donc, pardon, un cutoff supérieur à 1 pour pouvoir décider s'il s'agit d'une infection ou non, et non pas 0,5 comme c'était prévu auparavant. Et qu'il fallait probablement, dans certains cas, voir un cutoff beaucoup plus élevé que 1. Et là, il y a une étude qui a été faite à ce moment-là par Stoker en 2010, Martin Stoker, qui va développer une espèce d'algorithme dans lequel en fonction de l'âge de l'enfant, les 6 premières heures, les 12 heures d'après, H18, H24 et ainsi de suite. Donc à ce moment-là, on a une valeur de la PCT en fonction de l'âge. Et à partir de là, il a pu démontrer, ou en tous les cas montrer, ou au moins utiliser la PCT en période néonatale précoce, dans l'étude NeoPINS, en disant c'est utilisable à condition d'adapter bien sûr le seuil à l'âge, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, un deuxième élément qui intervient, celui de la différence entre deux valeurs. Il dit, très bien, comme la PCT n'est pas très fiable pendant les premières 48 heures parce qu'il y a une ascension physiologique, si on prend par exemple deux valeurs de PCT à 24 heures d'intervalle et qu'il y a une ascension considérable entre ces deux valeurs, elle peut être aidante. Ce qui est tout à fait vrai, mais ça reste quand même insuffisant parce qu'il peut y avoir une augmentation physiologique pendant ces 24 heures. Et là, hop, le miracle. On arrive à la procalcitonine au cordon. 2006, l'équipe de Nantes, à ce moment-là, dose la procalcitonine au niveau du cordon, avant donc bien sûr que l'enfant ne soit colonisé par les germes, ni soumis à d'autres agressions externes, et qui nous montre à ce moment-là une sensibilité de presque 90%, une spécificité presque de 100%, avec des valeurs prédictives positives et négatives qui sont considérables. C'était vraiment le début du rêve. Et finalement, très vite, la même équipe commence à avoir quelques doutes en disant il y a quand même des enfants qui ne sont pas infectés et qui ont des PCT élevés avec un seuil supérieur à 0,6 et ils revoient un petit peu à la baisse leur spécificité et leur sensibilité. Puisque la valeur prédictive positive, vous voyez, à ce moment-là, on est en 2011, 5 ans après la première publication, il trouve une valeur prédictive positive qui est très très faible. Il lance une étude rétrospective en 2014
sur les malades sur les patients qu'ils ont eus dans leur maternité, enfin sur toute une cohorte au niveau de la maternité, 2366 nouveau-nés chez qui ils avaient dosé la PCT au cordon auparavant, pour voir rétrospectivement est-ce que la PCT peut être incluse dans un algorithme de surveillance, par exemple des enfants qui sont suspects d'infection, et est-ce qu'on peut inclure la PCT et qu'elle pourrait éventuellement, la PCT au cordon, être mise à la place des facteurs de risque et du prélèvement du liquide gastrique. Parce que si on prend les facteurs de risque et les prélèvements du liquide gastrique et essentiellement les signes cliniques, on a une antibiothérapie très élevée. On a à peu près 5% des enfants qui sont traités pendant les premières 48 heures. Donc, si on arrive à utiliser la PCT au cordon, peut-on diminuer cette antibiothérapie initiale? Donc, on utilise à ce moment-là la PCT au cordon parce qu'elle était de toute façon disponible, ils l'avaient déjà dans leur stock, et on s'aperçoit que finalement, hop, je reviens à celle d'avant, que cette antibiothérapie pendant les premières 48 heures qui était de 13,3% a été diminuée à 8,9%. Donc, on considère que la PCT est probablement un marqueur important, non pas pour débuter l'antibiothérapie, mais pour diminuer l'antibiothérapie pendant les premières 48 heures et être intégré dans cet algorithme de surveillance des nouveau-nés en salle de naissance. Même équipe, elle hésite toujours, elle fait à ce moment-là une étude multicentrique, tricentrique, qu'ils appellent l'étude Hémocord, 3080 nouveau-nés, et on s'aperçoit, c'est une étude cette fois-ci prospective, on s'aperçoit qu'il y avait des enfants qui ont une PCT négative au cordon, mais qui ont quand même un tableau clinique d'infection probable. Ce qui fait que cette PCT au cordon n'est pas aussi fiable que ça, parce qu'on a presque autant d'enfants qui ont une infection probable que ceux qui ont une PCT supérieure à 0,6. Et donc, ce cutoff de 0,6 commence à être un petit peu remis en question, et surtout, la PCT au cordon commence à être remise en question. Le seul intérêt de cette étude, c'est de dire, très bien, donc on a un algorithme, et cet algorithme permet de faire quoi? De baisser, de diminuer l'antibiothérapie administrée aux enfants pendant les premières 48 heures, mais ceci pas de façon homogène. Par exemple, quand vous voyez un centre, le centre A qui a inclus 1500 et quelques nouveau-nés, la diminution est d'environ 50%. Alors que les autres, celui-là, qui a inclus une petite quantité, la diminution est de 19%. Et l'antibiothérapie néonatale reste encore élevée. En utilisant les mêmes critères, celui de l'algorithme clinique associé à la PCT au cordon. Et là, on conclut à quoi? Que finalement, la sensibilité de la PCT au cordon dans une étude prospective sur 3000 nouveau-nés n'est que de 48%. Ça veut dire une fois sur deux. C'est l'équivalent que si vous jetez une pièce de monnaie, toc, vous pouvez tirer pile aux faces. C'est exactement la même chose. Avec une valeur prédictive positive de 26,3. Ce qui fait que cette PCT au cordon, on commence de nouveau à se poser des questions, alors que jusqu'à présent, c'était un peu l'espoir. Donc, en pratique, elle permet de réduire un peu l'antibiothérapie chez le nouveau-né, mais elle ne résout pas du tout le problème. Alors, est-ce que la PCT sert à autre chose? Oui, elle peut servir à réduire la durée d'antibiothérapie. Et là, ce sont des études qui sont faites chez les adultes. C'est une étude, par exemple, c'est une étude multicentrique de 15 unités de réanimation adultes en Hollande, 4500 patients. Et qu'est-ce qu'elle montre, cette étude? Qu'on diminue de façon significative la durée du traitement, la durée d'antibiothérapie au cours des premiers 28 jours d'hospitalisation, et on réduit également le coût de l'hospitalisation, et on réduit naturellement donc l'antibiothérapie globale sans courir de risque de réinfection.
parce que les patients n'ont pas, c'est pas parce qu'on a diminué la durée d'antibiothérapie de 7 jours à 5 jours le risque de réinfestation est identique, donc il ne change pas. Il reste inférieur à 1%. C'est la même étude qui a été faite chez le nouveau-né, c'est toujours la même étude Neopins qui a commencé en 2009 et qu'ils ont continué jusqu'en 2015. En partant au début de 120 malades, on arrive à 2400 malades. C'est une étude internationale, multicentrique, prospective. Et à ce moment-là, elle montre exactement les mêmes résultats avec une diminution de l'antibiothérapie, de la durée de l'antibiothérapie de 13 heures, en passant de 51,8 heures de traitement versus 64 donc 58,1 lorsqu'on a un algorithme qu'on suit basé sur le suivi des valeurs de la PCT versus 64 heures de traitement lorsqu'on utilise la CRP. Donc, cette étude permet à ce moment-là l'intérêt maintenant de la PCT, c'est de dire est-ce qu'elle ne servirait pas plutôt à diminuer ou arrêter une antibiothérapie inutile. Actuellement, il existe une étude qui est dirigée par Delphine Mitanchez concernant les nouveau-nés, les late onset sepsis, parce que jusqu'à présent, ce sont les infections précoces. Là, elle s'attaque aux infections tardives chez le nouveau-né. C'est un PHRC national il y a 34 unités qui participent à cette étude. C'est une étude qui est toujours en cours et elle est basée sur les mêmes éléments qui est la durée d'antibiothérapie guidée par la PCT par rapport à la prise en charge habituelle. Donc tout ça, ça concerne ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Alors vous allez me dire, le sujet c'est l'actualité en infection. L'actualité, y a-t-il de nouveaux marqueurs? Oui, il y a 2 nouveaux marqueurs qui sont très prometteurs, qui sont ce qu'on appelle la présepsine ou le CD14 soluble, le CD14ST soluble. C'est un produit, en fait, c'est une glucoprotéine de surface qui est à la surface des cellules de l'immunité, telles que les monocytes, les neutrophiles. Et cette glycoprotéine s'exprime au niveau de la surface de ces cellules immunitaires qui font partie de l'immunité innée. Au cours de l'infection, il y a un clivage de la fraction soluble du CD14. Donc, le CD14 lui-même, il va être scindé en deux, en CD14 soluble, CD14ST soluble, et puis le CD14 membraneux. Et c'est ce CD14 soluble qui s'appelle la présepsine qui augmente de façon très importante au niveau lorsqu'il existe une infection. En fait, ce n'est pas l'infection elle-même, c'est lorsqu'il est en contact avec les lipopolysaccharides, ce qui augmente dans les infections à BG-, ou avec les peptidoglycanes qui augmentent dans les infections à gram positif. Et voilà à quoi correspond ce présepsine. En fait, quand vous avez une infection, vous avez à gram négatif, vous avez une libération des lipopolysaccharides. Quand c'est des grammes positifs, vous avez des peptidoglycanes qui sont libérés. Et les LPS vont à ce moment-là s'associer avec le CD14 soluble, donc la présepsine, pour être inclus soit dans le HDL, les lipoprotéines de haute densité pour être utilisées, pour être mangées par les macrophages. Ou bien ils vont à ce moment-là s'associer aux récepteurs des TOL4 pour être de nouveau phagocytés par les macrophages. Donc, ils interviennent à un stade assez précoce avant avant l'apparition des cytokines. Donc, est-ce que c'est intéressant cette présepsine? Je vais vous rapporter quelques études qui sont récentes, bien sûr, concernant la présepsine chez le nouveau-né. Là, c'est une étude qui est faite chez tous les nouveau-nés, avec ceux qui ont une infection précoce et ceux qui ont une infection tardive, qui montre que la présepsine monte de manière significative par rapport au contrôle dans les infections précoces, mais surtout dans les infections tardives.
Pourquoi? Parce que le dosage qui est fait dans les infections précoces, il est fait en un stade, ce qu'on appelle préclinique, c'est-à-dire en se basant uniquement sur les éléments d'orientation comme on fait d'habitude. Alors que dans les infections tardives, vous avez déjà des signes cliniques. En fait, lorsque l'enfant est symptomatique, la préceptine augmente de façon très importante. Et là, on voit par exemple chez les enfants qui ont une infection précoce, l'augmentation progressive de la préceptine qui diminue dès qu'on commence l'antibiothérapie, et alors que chez les contrôles, elle n'a pas bougé. Donc, c'est un marqueur biologique qui monte assez rapidement, avec en fonction du cutoff. Vous voyez, quand on met un cutoff inférieur à 650, nous avons une aire sous la courbe qui est assez médiocre, alors que entre 680 et 850, vous avez une aire sous la courbe qui montre une sensibilité, très très bonne sensibilité et une bonne spécificité, qui sont de l'ordre de 90%. Ouais, 90%. Alors, deuxième marqueur qui est le CD4-64, le CD64, c'est un biomarqueur lui aussi qui est exprimé au niveau de la surface des neutrophiles, c'est pour cela qu'on l'appelle le NCD64, qui est un examen, donc la même chose, c'est un élément qui s'exprime, c'est une glycoprotéine de surface qui est à la surface des cellules de l'immunité innée et qui augmente, qui s'exprime pendant l'infection. Et surtout, il n'est pas affecté par exemple, une détresse respiratoire, une maladie membranalienne ou une HIV, comme ce qui est le cas de la CRP ou parfois même de la PCT. Et la même chose, quand on regarde par exemple les méta-analyses, c'est une méta-analyse italienne qui montre que l'air sous la courbe, à la fois au niveau de la spécificité et de la sensibilité, elle est l'ordre de 80 à 90%, de façon importante. Alors là, c'est une étude comparative de la CD64 et de la préceptine, qui est une étude qui est faite chez le nouveau-né, une petite série de nouveau-nés, et qui montre quoi? Qui montre, par exemple, ça c'est les caractéristiques de nouveau-nés. Il y a des nouveau-nés prématurés, il y a certains qui ont même extrêmement prématuré. Donc, il n'y a pas d'effet de la prématurité ni du sexe, et il ne s'est pas modifié non plus par les interventions chirurgicales. On voit quoi? On voit par exemple que le NCD64 monte de façon significative chez les enfants qui sont infectés par rapport à ceux qui sont normaux et qui ne posent pas de pathologie, et les autres qui sont hospitalisés pour d'autres pathologies, par exemple une pathologie chirurgicale ou une maladie membranienne ou autre chose non infectée. La même chose pour la préceptine, donc il y a une augmentation significative, avec, quand on compare par exemple à la CRP ou par rapport, là c'est une comparaison par rapport à la CRP, on a une sensibilité, une spécificité qui sont nettement meilleures, et surtout quand on associe le CD64 ou la préceptine à la CRP, là on augmente à la fois en spécificité et en sensibilité. Alors, je reviens aux interleukines. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils montent très, très, très vite après la naissance, et ça continue. Enfin, leur gros inconvénient, c'est le timing, c'est-à-dire qu'ils augmentent pendant les 2 ou 3 premières heures. Enfin, ils augmentent dès l'infection et ils diminuent, ils disparaissent au bout de 2-3 heures après le début du sepsis. Mais ils ont une sensibilité et une spécificité essentiellement pour l'interleukine 8 qui n'est pas négligeable. Là, c'est une méta-analyse qui compare la CRP, la PCT et la combinaison de la préceptine et de la PCT. Quand on prend par exemple la CRP toute seule, vous voyez qu'au niveau de sensibilité et spécificité, on est de l'ordre de 60-70%, pas plus. Quand on prend la PCT, on est de l'ordre de 80%. Quand on prend la CRP et la PCT combinées toutes les deux, on arrive à une sensibilité et spécificité un peu meilleure. Et surtout, quand on prend la préceptine, donc le CD14 soluble, on arrive à des spécificités, des sensibilités qui sont largement supérieures à 98%. Cher ami, c'est bon, parfait. Alors, c'est bon, parfait, je dis rien. Je te laisse conclure. Voilà, donc en conclusion, je pense que c'était un peu long, oui. En conclusion, la clinique reste l'élément d'orientation pour le début du traitement. Comme d'habitude, ce sont les facteurs de risque qui nous orientent. Il faut naturellement avoir un algorithme clair pour surveiller
cliniquement et déterminer quand est-ce qu'il faut traiter. La PCT au cordon, elle est décevante. C'était un grand espoir, mais très décevant. La PCT pour arrêter l'antibiothérapie reste probablement très prometteuse. Il y a encore des études en cours. Il faut attendre la fin de ces études. Et les nouveaux marqueurs de l'inflammation dont je vous ai parlé, à la fois la précepsine et le CD64, ce sont pour moi les deux marqueurs les plus prometteurs pour deux raisons. Première raison, ils sont disponibles assez facilement. Deuxième raison, vous avez besoin de 0,1 millilitre de sang pour pouvoir avoir les résultats. Troisième chose, que les résultats, on les a en 30 à 45 minutes. Il suffit d'avoir un cytomètre de flux, ce qu'on vient d'acquérir d'ailleurs à Bicêtre depuis peu. Donc, on peut l'utiliser sur place. Vous n'avez pas besoin de biologiste ni rien du tout. Je vous remercie.